Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de vous être connectés ce midi pour ce webinaire de présentation de la Semaine nationale de la dénutrition. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Pézère. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour votre présence ce matin à midi. Quelques mots d'introduction pour bien sûr vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire de présentation de la Semaine de la dénutrition 2026, qui cette année se tiendra du 16 au 22 novembre et qui est porté par le collectif de lutte contre la dénutrition. Alors c'est la 7e année pour laquelle l'ARS est partenaire du collectif de lutte contre la dénutrition. La première semaine ayant été lancée maintenant en 2020, donc ça fait quand même quelques années. Merci aussi au professeur Fontaine d'être là pour cette semaine de la nutrition. C'est une action qui vous porte grandement dans le cœur, d'autant que la dénutrition reste aujourd'hui un enjeu de santé. Et d'ailleurs, le programme national de nutrition santé 2026-2030, qui a été publié récemment, en début d'année, y fait référence. C'est l'action numéro 15 de ce programme de nutrition santé, qui prévoit notamment de renforcer le repérage et élargir la mobilisation autour de la lutte contre la dénutrition. Donc la réunion d'aujourd'hui et surtout les actions que vous allez mener en fin d'année s'inscrivent parfaitement dans cette action numéro 15 du programme national nutrition santé. La semaine de la lutte contre la nutrition constitue donc pour nous un temps fort de cette mobilisation, à la fois nationale, comme cela, vous le savez, grâce à une organisation nationale très performante, mais également régionale autour de cet enjeu de santé publique majeur qui est encore trop méconnu, qui est la lutte contre la dénutrition. L'année 2025 a été marquée par une grande diversité d'initiatives en région, tant dans le domaine de la prévention que du dépistage ou de l'accompagnement nutritionnel. Et l'an dernier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 490 actions qui ont été menées et qui ont touché 89 700 personnes, on va dire, donc près de 90 000 personnes ont été touchées par les actions de la semaine de la dénutrition en Auvergne-Rhône-Alpes. Et merci pour votre mobilisation. Les actions ont été de manière très diverse et c'est au reflet de l'ensemble des acteurs de la région qui se mobilisent autour de cette action. Ce sont des actions qui ont été portées par les établissements de santé, par les professionnels de ville, par des structures médico-sociales, bien sûr, des associations, mais également des restaurations collectives et encore bien d'autres acteurs encore. Alors, l'objectif du webinaire de ce jour est de lancer la dynamique régionale pour 2026 et de faire de cette 7e édition un moment fort et un succès. Avec un petit défi, puisque l'an dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été la première région en matière de nombre d'actions réalisées. On est les premiers. Et donc, avec votre engagement, l'idée pour cette année, c'est de rester la première région mobilisée sur la semaine de la dénutrition. Donc, merci pour votre engagement, merci pour votre présence, bien sûr, pour votre mobilisation. Et je cède la parole au professeur Fontaine. Oui, merci beaucoup, Monsieur Pézère. Oui, je confirme, hein, ça fait plusieurs années qu'on est les premiers, donc s'il vous plaît, continuons à le rester. Alors, je vais vous présenter rapidement ce que c'est que la dénutrition, puis après je passerai la parole à Alan, qui va vous présenter les outils et comment faire en pratique. Et il est possible que je ne puisse pas assister jusqu'à la fin du webinaire parce que j'ai eu des consultations qui se sont décalées ce matin. Donc, je fais tout mon possible, mais peut-être que je serai obligé de vous abandonner en cours de route et je m'en excuse par avance. Alors, diapositive suivante. La dénutrition, c'est quoi? Alors, la dénutrition, c'est d'abord un processus, et puis ensuite, ça devient une maladie. Le processus de dénutrition, c'est quand les apports en nutriments sont inférieurs aux besoins en nutriments. Donc, c'est soit parce que, pour faire simple, on ne mange pas assez, soit parce qu'on augmente nos besoins. Alors, dans ce cas de figure, on va puiser dans nos réserves, principalement nos réserves d'énergie. Et les réserves d'énergie, on en a deux compartiments. Le premier, c'est le tissu adipeux, et en règle générale, tout le monde est content d'en perdre. Et le deuxième, c'est le muscle, et là, on s'en rend pas compte, et ça devient très grave. Et donc, le processus de dénutrition, c'est un processus qui va progressivement
faire diminuer notre masse musculaire parce qu'on en a besoin pour faire autre chose. Alors, les conséquences de ça, elles sont de deux ordres. La première, elle est facile à comprendre, elle est mécanique. Quand on a moins de muscles, on a plus de facilité à tomber, et c'est principalement le cas de la dénutrition dans le cas des personnes âgées. Et quand on tombe et qu'on est une personne âgée fragile, eh bien, on peut se casser un os, et c'est souvent la première étape de la perte d'autonomie. Et puis, quel que soit l'âge, parce que la dénutrition ne touche pas que les personnes âgées, il y a un autre phénomène qui est très bien connu, mais qui est plus difficile à expliquer, qui est que quand on perd des muscles, on diminue notre réponse immunitaire. Ce qui fait que un patient dénutri, en dehors de se casser les os, c'est quelqu'un qui va faire des infections plus fréquentes et des infections plus graves. Donc, ça augmente l'hospitalisation, ça augmente la mortalité, et ça, c'est vraiment très important. Personne ne vous dira il est mort de dénutrition, mais en fait, il est mort de dénutrition. Parce que s'il n'était pas dénutri, la grippe ou le Covid ne l'aurait pas tué. Donc, tout ça, ça a vraiment des effets majeurs, et in fine, bah, ça a des effets majeurs sur les coûts de santé. Diapositive suivante, les diagnostics, les critères diagnostiques, c'est une maladie. Il y a des critères diagnostiques. Ils sont ceux qui ont été refaits par la Haute Autorité de Santé en 2019 et en 2021. Il faut, puisque la dénutrition peut prendre plusieurs aspects, on va dire extérieurs, les critères phénotypiques, c'est-à-dire les signes cliniques, il y en a de trois ordres. Le premier, c'est un amaigrissement rapide. Alors, un amaigrissement rapide, on a donné comme consigne, comme limite, 5% en un mois, ce qui est facile, hein. Si vous faites 60 kilos, c'est 3 kilos en un mois. Ça saute pas aux yeux, mais ça suffit à vous qualifier comme dénutri. Ou alors 10% en 6 mois, ou 10% avant enfin, le poids habituel que vous faisiez avant la maladie. Parce que très souvent, dans nos pays riches, les gens, quand ils se dénutrissent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, on n'est pas dans une situation de famine, c'est parce que quand bien même ils ont un accès à la nourriture, ils ont une anorexie. Et cette anorexie, elle est très souvent secondaire à une première maladie. Donc, c'est une maladie qui se rajoute à une autre maladie, hein. Vous avez plusieurs wagons dans le train, et il y a un wagon qui s'appelle la dénutrition. Et ce wagon, il faut le prendre en charge. Alors, ça, c'est un signe qui est important quand les gens sont en train de maigrir, c'est-à-dire ceux qui sont éventuellement en surpoids, voire même obèses. Et puis, il y a des gens qui sont maigres, et quand ils sont très maigres, il y a un index de masse corporelle qui est inférieur à 18,5 chez la personne jeune, et chez l'enfant aussi, et 22 chez la personne de plus de 70 ans. Avec ces deux critères, soit vous maigrissez, soit vous êtes déjà très maigre, on fait le diagnostic d'un très grand nombre de patients dénutris. Et puis, il y a des paramètres purement musculaires, et là, ça nécessite des examens, on va dire, qui se font plutôt à l'hôpital, qui mesurent la masse musculaire ou la force musculaire. Retenons donc déjà simplement les deux premiers qui permettent de faire beaucoup, beaucoup de diagnostics. Et puis quand même, pour éviter qu'on dise que quelqu'un qui a toujours été maigre, parce que c'est de famille, hein, il y a des gens qui sont maigres, ça s'appelle la maigreur constitutionnelle, eh bien, à côté de ce critère phénotypique, il faut un critère étiologique, c'est-à-dire une cause retrouvée à cette situation. Et la cause, il y en a de trois ordres. Quelqu'un qui mange moins qu'avant, ça ne veut pas dire qu'il mange plus du tout, hein, mais qui mange moins, donc il maigrit. Ou quelqu'un qui a une pathologie qui est soit aiguë, une pneumopathie par exemple, ou chronique, une insuffisance d'organes, ou un cancer en phase de traitement. Donc vous voyez, tous les gens qui ont des maladies, on va dire, longues, ça, c'est quand même vraiment très, très, très fréquent. Et puis, il y a une dernière cause qui est beaucoup plus rare, qui sont des maladies digestives, où les gens mangent, parfois même ils mangent plus qu'avant, mais ils ne digèrent pas les aliments, et donc se retrouvent dans les selles. Enfin, ils digèrent pas totalement les aliments. Donc ça, c'est quelque chose de très rare. Les deux autres, hein, la diminution de l'apport alimentaire et les pathologies, c'est évidemment les causes principales en France de situations de patients qui sont dénutris. Diapositive suivante. Alors, en pédiatrie, il y a la même chose, hein, avec simplement une toute petite différence, c'est que donc sur la perte de poids, c'est la même chose. Sur l'index de masse corporelle, il y a des courbes qui s'appellent les courbes IOTF. C'est en fait une courbe d'IMC en fonction de l'âge, qui arrive à l'âge de 18,5 quand ils ont 18 ans.
Et puis sinon, il y a simplement les enfants qui ne grandissent plus, hein, la stagnation pondérale avec la perte de 2 couloirs, hein. Et puis les paramètres musculaires, en fait, ils ont été mis comme potentiellement des critères diagnostiques dans la Haute Autorité de Santé. C'était plus pour prendre date, parce qu'en fait, on n'a pas les critères, on n'a pas les normes. Donc, on ne sait pas vous dire quelle est la force, quelle est la masse musculaire d'un enfant en fonction de sa croissance. Donc, un jour, peut-être, on les aura, mais pas maintenant. Et puis, les critères étiologiques, ben, c'est les mêmes que ce qu'on a vu pour les personnes âgées ou pour les personnes adultes. Diapositive suivante. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui semble paradoxal, qui est qu'on peut être en obésité et dénutri. Comme je vous ai dit, la dénutrition pour nous, c'est un problème de masse musculaire. Qu'il y ait autour de ces muscles beaucoup de graisse ou qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est la même chose. Et ici, on vous a mis deux personnes, hein, une qui n'a pas beaucoup de graisse et qui a des muscles, et on vous met en bas des coupes de scanner, c'est quand c'est en couleur, ou en noir et blanc, c'est une coupe d'IRM de cuisse, hein. Et ce que vous voyez finalement, c'est la cuisse, c'est un jambon, hein, c'est le jambon humain, là. Ben, vous voyez que sur la personne de gauche qui est bien nourrie, il y a beaucoup de muscles et pas beaucoup de graisse. Et quand vous regardez un scanner au niveau du ventre, ce qu'on a colorisé en rouge, c'est tous les muscles. Et là, vous voyez que c'est une personne qui a du muscle partout. À l'opposé, à droite, c'est une personne qui est en surpoids, il y a plus d'adipocytes, mais il y a moins de muscles, et ça saute aux yeux quand on a des scanners ou des IRM, hein. Vous voyez, le jambon humain, là, il est avec beaucoup de graisse, voire même à l'intérieur du muscle, hein. Et puis, quand on fait le scanner, ben, vous voyez que la surface rouge, elle est moindre que sur le patient qui n'est pas dénutri. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Alors, ça saute aux yeux, hein, quand on a ces images-là, mais c'est évidemment très compliqué dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, quelqu'un qui est en surpoids, voire quelqu'un qui est obèse, quand il est malade et qui se met à moins manger, parce que c'est comme tout le monde, quand on est malade, on mange moins, eh ben, 99% des gens que vous allez interroger, y compris des gens qui sont des soignants, vont dire, ah, il ne mange pas, mais c'est pas grave parce qu'il a des réserves. Or, vous voyez que ce patient, il n'a pas de réserve de muscles. Il y en a déjà moins qu'avant. Et c'est pour ça que c'est vraiment le diagnostic qui est piégeux, l'obésité avec des muscles en moins, qu'on appelle l'obésité sarcopénique, parce que c'est souvent ces patients-là qu'on ne diagnostique pas et qui donc vont faire certaines complications liées à la dénutrition. Diapositive suivante. Alors, la dénutrition, il y en a combien en France? Eh ben, il y en a au moins 2 millions, et ça touche tous les âges de la vie, même si les personnes âgées sont en proportion plus souvent dénutries parce qu'elles ont d'autres pathologies qui vont induire cette dénutrition. Donc, plus on est vieux, plus on est malade. Et il y a, parmi les maladies qu'on peut avoir, il y a la dénutrition. Mais dès qu'on est vraiment malade, dès qu'on est hospitalisé, qu'on soit un enfant ou un adulte jeune, eh ben, dès qu'on est hospitalisé, c'est qu'on a un risque de dénutrition parce que la maladie est suffisamment grave pour qu'on aille à l'hôpital. Diapositive suivante. Ici, c'est les chiffres officiels, hein, de la Caisse nationale d'assurance maladie en 2022. Et vous voyez, c'est le remboursement des compléments nutritionnels oraux. Et vous voyez qu'il y a 1,3 million d'assurés qui ont été remboursés au moins d'un complément nutritionnel oral, avec une forte progression quand les gens sont âgés, qui en cache un peu la réalité. Parce que vous voyez que là, on vous dit, sur les 1,3 million, il y a 1 million d'assurés qui avaient plus de 65 ans. Mais il ne faudrait pas croire que la dénutrition, c'est une maladie que de la personne âgée. Vous voyez que c'est vrai aussi à tous les âges. Et c'est surtout que quand ils sont jeunes, pour une raison encore une fois qui m'échappe, c'est parce que on n'a pas l'impression que, eh bien, le diagnostic de la dénutrition est moins bien fait que quand les gens sont âgés. On y fait plus attention. Mais je peux vous dire qu'à Grenoble, j'ai un fichier avec 65 000 séjours, et quelle que soit la tranche d'âge, j'ai pas les enfants, j'ai que les adultes, hein, à partir de 18 ans, mais quand vous êtes hospitalisé, eh ben, vous avez 30% 30% de chance ou de malchance d'être dénutri, et c'est vrai à 18 ans comme c'est vrai à 90 ans. Donc, quand vous êtes malade, hospitalisé, eh ben, vous avez 30% de chances d'être dénutri. Évidemment, il y a plus de malades âgés à l'hôpital, donc il y a plus de malades dénutris âgés, mais en proportion, c'est la même chose. Diapositive suivante. Et surtout, le repérage, eh bien, il se fait mal. Là, je vous dis que moi, j'en ai 30% dans ma base de données. Et ici, c'est un séjour
avec encore 10 fois plus de données, hein, c'est ce qui remonte à l'administration, c'est-à-dire c'est le codage de la dénutrition. Alors, vous voyez qu'il y en a à tous les âges, mais vous voyez que, contrairement à ce que je viens de vous dire, eh bien, quand ils sont jeunes, ils sont beaucoup moins bien codés. On va à 25% de dénutri chez les personnes âgées, donc là, on les repère à peu près, mais les autres, on ne les repère pas. Et dans cette grande étude, il y a 9% de patients hospitalisés qui sont dénutris, alors que toutes les études démontrent, quand on fait une photo un jour donné, que chez les gens hospitalisés, le 30%, c'est le plancher, hein, c'est 30 à 50%, donc 30%, c'est sûr que ça existe. Donc là, ça démontre, ce que je vous disais, c'est que même les gens qui sont des soignants ne sont pas attentifs à la dénutrition, considérant qu'un malade, c'est normal qu'il maigrisse. Diapositive suivante. Là, c'est la même chose, mais sur un cas beaucoup plus restreint, hein. C'est 345 adultes qui ont été hospitalisés à Paris. Et dans cette cohorte, eh bien, on trouve 64% de dénutris. Et on se rend compte que quand on le codage, eh ben, on en a perdu 2 sur 3. Puisque là, il y a 24%, on va dire, c'est bien, oui, mais la cohorte de départ, elle était à 64. Et vous voyez qu'à peu près, on va dire que ces gens, ils ont eu un avis diététique, donc les gens se sont bien rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire, mais en tout cas, ça ne remonte pas dans les tuyaux, on va dire. Diapositive suivante. Alors, c'est très fréquent, c'est très grave, et par contre, la bonne nouvelle, c'est celle-là. La bonne nouvelle, c'est que la dénutrition, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Alors, on ne va pas la traiter avec des médicaments, on va la traiter avec des thérapeutiques non médicamenteuses, dans l'immense majorité des cas. Et donc, on va les traiter en faisant de l'enrichissement de la prise en charge diététique. Et ici, c'est une grande étude multicentrique qui a été publiée dans Lancet, qui a été faite en Suisse, où on a pris 1000 patients, enfin 2000, hein, on les a randomisés, des patients tout venant. La seule exception, c'était les patients, ils devaient, pouvoir manger, et deux, ils n'avaient pas déjà une nutrition artificielle. Donc, on va dire le ventre mou de la dénutrition, hein. Et puis, on regarde ce que les patients mangent quand on leur apporte un plateau classique, c'est les colonnes en bleu, et puis ce qu'ils arrivent à manger quand il y a un enrichissement avec une prise en charge diététique sérieuse qui dit aux gens qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, et puis qui va enrichir l'alimentation. Et là, ce que vous voyez avec les colonnes roses, c'est que quand on enrichit l'alimentation, ben les gens, même s'ils n'ont pas faim, ils mangent plus. En fait, ils vont manger la même quantité, mais ils vont manger en volume, hein, mais ils vont manger plus en calories et plus en protéines, hein, c'est les histogrammes du bas. Ok, donc on arrive à faire manger mieux les gens. Et ça change quoi? Eh bien, ça diminue la mortalité à 30 jours. Dans cette étude, ils ont suivi les 2000 personnes. Ils ont regardé combien étaient vivantes 30 jours après. La mortalité dans le groupe bleu, c'est 10%. La mortalité dans le groupe rose, c'est 7%. C'est-à-dire qu'on a diminué la mortalité à 30 jours de 30%. On a sauvé une vie tous les deux, quoi, on va dire. Et je vais vous dire, moi qui suis un ancien réanimateur, des médicaments qui sauvent la vie des gens à 30 jours, en dehors des antibiotiques et des médicaments de réanimation, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il faut être convaincu d'un truc, c'est qu'il n'y a pas que les médicaments pour traiter les gens et qu'il y a le soin nutritionnel qui est beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres médicaments qu'on prend tous les jours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le truc maintenant, c'est de faire attention. Oui, il y a des patients dénutris et de les prendre en charge. Alors ça, c'est vrai dans un hôpital. Il y a un article qui est sorti dans Nature Médecine il y a quelques jours où c'est des Américains qui ont porté la nourriture à des gens qui avaient une maladie chronique aux États-Unis et qui étaient un peu dans la pauvreté, donc qui mangeaient ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire du bas de gamme, on va dire. Et là, en apportant l'alimentation, en leur fournissant la nourriture, eh bien, à la maison, donc c'est plus à l'hôpital, hein, là aussi, il y a moins de complications, il y a moins d'hospitalisation et il y a moins de décès sur le temps où ils ont étudié la population. Donc, la prise en charge nutritionnelle, c'est un truc qui marche. Mais malheureusement, ce n'est pas un médicament qu'il suffit juste de prescrire en disant vous prenez ça et puis tout va aller mieux. C'est un soutien, c'est long, c'est un changement d'attitude, mais ça marche quand on s'en donne les moyens. Diapositive suivante. Alors, ben, je vais passer la main maintenant à Alan.
pour qu'ils vous disent un petit peu ce qu'on a fait les années précédentes, et puis tous les outils qu'on a à votre disposition, les anciens qui sont encore très bien, et puis les nouveaux de cette année, et comment il faut faire en pratique. Et je suis un peu désolé, mais je vais vous quitter parce que j'ai une infirmière qui m'a fait des grands signes en me disant ma consultation était arrivée. Donc, si jamais j'ai fini avant 14 heures, je reviendrai vers vous. Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée et surtout, continuez. On a été les premiers, il faut qu'on le reste. Donc, comme je dis toujours, faites du bruit, hein. Merci d'avance. Au revoir. Merci Eric. Bon, merci beaucoup donc, au professeur Fontaine pour nous avoir brossé ce tableau aussi précis de la dénutrition. Donc, je me présente rapidement, Alan Fossani, je suis coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition et comme ça a été annoncé, je vais vous présenter concrètement ce qu'on a prévu de faire à l'occasion de cette nouvelle édition et vous présenter nos outils, la manière dont vous pouvez à votre échelle prendre part à la Semaine de la dénutrition. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même faire un retour sur la précédente édition de la semaine nationale 2025, qui a été un succès. Pour être tout à fait honnête avec vous, on n'a jamais atteint ces chiffres depuis 2020, donc on en est absolument ravis. On est ravis de voir qu'il y a une telle montée en charge en seulement 5 ans. Vous voyez, il y a eu plus de 3200 organisations qui sont enregistrées sur la plateforme officielle de la semaine. Ça représente plus de 3700 projets d'action qui ont été menés. Et au total, on estime que 20 000 actions au moins ont été menées à l'échelle de toute la France et métropolitaine et ultramarine. Donc tout ça, ça représente quand même plus d'1 million de personnes qui ont entendu parler de dénutrition pendant la semaine. Ça, pour accompagner ces actions, on a envoyé plus d'1,5 million de flyers, ce qui a représenté au total plus de 2500 kits de communication. Donc vous voyez, hein, on vous a mis la carte des actions de France menées en 2025. Vous voyez qu'elle est bien remplie, qu'on ne voit plus, on voit plus la partie blanche. Voilà, donc on en est ravis, mais ça montre au-delà de ça que la dénutrition, c'est vraiment un sujet de santé publique, un sujet qui concerne énormément de personnes et qui doit être adressé en tant que tel. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ou qui connaissent un petit peu de loin la semaine de la dénutrition, c'est une semaine d'action dans toute la France, avec principalement les acteurs du médico-social et du sanitaire, hein, qui eux, sont les acteurs les plus exposés, enfin pas les plus exposés, mais en tout cas qui sont les plus habitués à repérer la dénutrition, mais aussi de nombreux autres secteurs qui prennent part à cette semaine de mobilisation. Je pense par exemple au secteur de la restauration collective, au secteur de l'aidance, qui sont très représentés. Et c'est une semaine qui se déroule traditionnellement au mois de novembre. Cette année, elle a lieu du 16 au 22 novembre dans toute la France, en France métropolitaine et ultramarine, comme mentionné auparavant. Et donc, c'est vraiment une semaine qui vise à mettre un coup de projecteur sur ce qu'est la dénutrition et à valoriser aussi les actions, à servir de vitrine à tous les établissements, tous les services qui proposent des actions contre la dénutrition à l'année. La semaine, c'est vraiment le moment, on va pouvoir en parler. Si vous faites déjà des actions contre la dénutrition à l'année, eh ben, c'est génial. Et si vous voulez en mener une pendant la semaine pour la déclarer, c'est possible aussi en vous faisant labelliser. Cette semaine, cette semaine de mobilisation, elle est principalement soutenue et financée par la puissance publique. On est soutenu par plusieurs directions du ministère de la Santé, par l'assurance maladie, l'assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis, ça a été mentionné en introduction, mais la dénutrition a une belle part dans le dernier PNNS, le PNNS 5, qui est sorti il y a un peu plus de presque 2 mois maintenant. Et donc ça, on en est ravis aussi, puisque c'était pas le cas dans les précédentes éditions, et que le fait que la dénutrition prenne presque, pas tout à fait, autant de place que l'obésité dans le PNNS, eh bien c'est lui rendre justice, puisque au même titre que le diabète et l'obésité, ça fait partie des maladies nutritionnelles qui sont très présentes. Alors, à qui s'adresse la Semaine nationale de la dénutrition? Eh bien, en réalité, elle s'adresse à des milliers d'acteurs qui viennent un petit peu de tous les horizons. Il n'y a pas vraiment de secteurs qui ne peuvent pas participer à la semaine. Évidemment, les établissements médico-sociaux, que ce soit les EHPAD, les résidences autonomie ou les foyers, ainsi que les établissements de santé, hôpitaux, cliniques, etc., sont massivement représentés. C'est eux qui portent la semaine, c'est évident. Mais il y a aussi de nombreuses entreprises. Je pense par exemple à Sodexo ou à Happy Restauration,
fédérations qui se mobilisent beaucoup. Vous avez aussi de nombreuses associations. On a par exemple un partenariat avec France Alzheimer qui mobilise toutes ses antennes chaque année. Et puis il y a aussi des associations à l'échelle plus locale, des associations de patients, des associations de professionnels. Vous avez aussi les professionnels du premier recours qui commencent à participer petit à petit à la semaine. Donc là, je pense notamment à la médecine de ville, je pense également aux officines de pharmacie, et puis également au CPTS qui se mobilisent aussi et qui participent à la semaine. Et tous ces acteurs-là, en fait, ça réalise des milliers, des dizaines de milliers d'actions qu'on a regroupées en typologie pour vous donner un petit peu d'inspiration, mais dans les faits, vos actions sont libres de réalisation. Il y a eu l'année dernière beaucoup d'actions menées pendant les repas. Donc, par exemple, des ateliers culinaires avec des résidents ou alors des ateliers ou des repas durant lesquels on sensibilise des résidents, éventuellement leurs proches, leurs aidants, à ce qu'est la dénutrition. Il y a aussi beaucoup d'actions de communication qui sont menées, que ce soit des distributions de flyers à travers un stand, que ce soit des affiches placardées sur les murs ou au contraire des campagnes de communication virtuelle, sans impression, etc. Vous avez des actions de sensibilisation qui ont été menées, donc ça peut être des conférences, des tables rondes, des colloques à une petite échelle ou à une échelle un peu plus large, départementale ou pourquoi pas régionale. Vous avez aussi des formations qui sont menées à destination des professionnels principalement, des actions de prévention et puis des actions de dépistage également. Par exemple, on a vu beaucoup d'actions passer qui consistaient à tester la force de préhension d'une personne pour déterminer sa force musculaire et sensibiliser à la dénutrition derrière ce test. Donc, vraiment, moi, je voudrais faire passer deux messages. Le premier, c'est que même si vous faites des actions contre la dénutrition, pour lutter contre la dénutrition qui tombent pas tout à fait sur la semaine, eh ben, inscrivez-vous quand même sur la plateforme, déclarez-les sur la plateforme parce que ça sert vraiment de visibilité, ça sert vraiment à visibiliser ce que vous faites. Et l'autre message que je voudrais faire passer, principalement pour les établissements qui n'ont jamais participé, c'est vraiment de ne pas se censurer. Si vous avez peu de temps, peu de ressources pour mener une action, mais que vous souhaitez le faire, eh ben, allez-y. Toutes les actions sont bonnes à prendre et toutes les actions pourront être labellisées si elles respectent le cahier des charges. Le cahier des charges, il est très simple. Il faut simplement que votre action ne soit ni à vocation commerciale, euh, euh, ni à vocation pécuniaire. Enfin, en gros, on peut pas promouvoir, à vocation promotionnelle, pardon, on peut pas promouvoir un produit ou un service qui serait payant. Voilà, c'est vraiment la seule limite. Mais après, sur le reste, vous êtes libre d'élaborer vos actions comme vous le souhaitez. Alors, pourquoi s'engager dans la semaine nationale et plus généralement dans la lutte contre la dénutrition? Eh bien, parce que vous prenez part à un combat contre une maladie qui touche au moins 2 millions de personnes en France. C'est un chiffre qui est bien entendu largement en deçà de la réalité. Et puis, ça vous permet aussi de vous mobiliser aux côtés d'un vaste réseau de plusieurs milliers d'acteurs qui revient chaque année à l'occasion de la semaine. Ça vous permet aussi de vous former à un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte atteint de cancer, que ce soit les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie. Et puis surtout, ça permet de participer à une prise de conscience générale du grand public autour de la dénutrition. Ça permet de tordre le cou aussi aux idées reçues, notamment celles qu'il est normal de maigrir en vieillissant ou qu'il est normal d'avoir moins besoin de protéines en vieillissant, alors que dans la réalité, c'est l'inverse. Voilà, il y a beaucoup d'autres raisons pour s'engager, mais ce sont les principales et on espère que ça va pouvoir, pour ceux qui hésitent encore à participer, on essaie que ça va pouvoir générer de l'engouement. Alors, en plus de toute cette partie vraiment mobilisation citoyenne, mobilisation à l'échelle des établissements, on propose aussi des opérations thématiques pour sensibiliser sur les sujets de la dénutrition. Une opération, l'opération Cuisine ouverte qui est proposée par le collectif, c'est une opération qui met en avant le secteur de la restauration collective et le rôle de ce secteur, l'importance de ce secteur dans la cuisine, dans la confection de plats qui soient beaux, qui soient bons et qui soient santé. Alors pour participer, le principe de l'opération Cuisine ouverte, il est assez simple. On va demander aux établissements qui le souhaitent de réaliser une recette à partir de bons d'Economa
On a 2 bons d'économas qui ont été réalisés par les chefs partenaires du collectif, un bon d'économa salé et un bon d'économa sucré. Et à partir des ingrédients qui sont présents, eh ben, vous allez pouvoir cuisiner à l'occasion de la semaine un plat en compagnie des résidents, en compagnie des animateurs, en mettant en mettant en place un atelier, en prêtant attention aussi au montage, en prêtant attention au goût. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir redonner un peu ces lettres de noblesse au secteur de la restauration collective, en montrant voilà qu'on peut on peut vraiment produire des plats qui soient enrichis, qui soient bons et qui permettent de prévenir ou de prendre en charge la dénutrition. Donc, si vous souhaitez participer à l'opération Cuisine ouverte, eh bien, je vous invite à suivre les actualités du collectif, puisqu'on va très prochainement publier les bons d'économa et puis la méthode à suivre pour participer à l'opération. Une fois que vous aurez réalisé votre atelier, vous pourrez le prendre en photo, le publier sur les réseaux sociaux et taguer le collectif. Et puis alors pour ceux et celles qui voudraient aller encore plus loin, vous pouvez, au-delà de participer à l'opération Cuisine ouverte, vous pouvez participer au concours. Donc une fois que vous aurez réalisé votre atelier, eh bien vous pourrez envoyer au collectif une fiche qui analyse les valeurs nutritionnelles du plat et cette fiche fera foi de candidatures. Toutes les candidatures reçues seront examinées par un jury en janvier et celles qui auront le plus convaincu le jury, il y aura 3 recettes salées et 3 recettes sucrées qui se verront décerner un prix, eh bien, se verront remettre ces prix en main propre lors d'un congrès en avril 2027. Donc, si vous souhaitez prendre part à l'opération Cuisine ouverte, eh bien, déclarez-le sur la plateforme d'inscription de la semaine. Ça fait bien entendu office d'action pendant la semaine de la dénutrition. Voilà, et donc ça donne toujours de très belles réalisations chaque année. Et puis une autre opération qu'on mène en collaboration avec Ciel Bleu, c'est l'opération Petit Pas Grande Victoire, tous unis contre la dénutrition, qui là a vocation à mettre en avant le rôle de l'activité physique adaptée dans la prévention et la prise en charge de la dénutrition. Donc il y a des milliers d'heures d'activité physique adaptée qui sont menées par des animateurs, par des éducateurs de Ciel Bleu lors de la semaine. L'année dernière, c'était plus de 5000 heures d'activité physique adaptée qui ont été dispensées. Et donc ça fait partie aussi des actions desquelles vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez reproposer une séance d'activité physique adaptée au sein de votre établissement en sensibilisant à la dénutrition. Alors, je vous ai remis vous recevrez le support, hein, mais je vous ai remis le rappel de la méthode cuisine ouverte. La première étape est évidemment de bien remplir les champs, de bien s'inscrire sur la plateforme et de remplir les champs. Et puis ensuite, de cocher la case cuisine ouverte dans le formulaire de labellisation de votre action, puis de la préparer et éventuellement de remplir le formulaire dédié pour participer au concours. Alors, vous voyez, on vous a remis quelques photos des participants au concours Cuisine ouverte. Ça donne de très, très belles réalisations. Vous l'aurez peut-être compris, mais l'année dernière, le thème, c'était le chou sucré, le chou salé. Et vous voyez, il y a ce sont des choux qui ont été enrichis avec un enrichissement naturel et ou un enrichissement artificiel. Et donc, ce sont ces valeurs-là, après, qui vont être reprises et analysées par le jury. Et vous voyez, ça donne de très belles recettes. Et l'année dernière, on a eu plus de 900 projets d'action labellisés Cuisine ouverte et plus de 30 participants au concours. Alors, en plus de ça, on vous propose un programme de webinaire thématique avec des professionnels chevronnés sur chaque enjeu lié à la dénutrition. La dénutrition, on l'a vu, c'est souvent une maladie secondaire, hein, donc qui apparaît chez des personnes qui suivent un traitement anticancéreux, qui peut apparaître chez des enfants qui souffrent de maladies chroniques. Ça peut être aussi lié à des problématiques de santé mentale. Et donc, tous ces angles-là de repérage et de sensibilisation à la dénutrition, ce sont des angles qu'on souhaite aborder avec l'aide de professionnels qui font partie de l'écosystème du collectif. Donc, l'année dernière, on a eu, par exemple, un webinaire sur la dénutrition et la santé mentale, un autre sur l'alimentation et la fin de vie, un autre sur les troubles de la déglutition avec la Fédération nationale des orthophonistes, un autre sur les enjeux éthiques de la nutrition, etc., etc., etc. Donc, c'est un programme d'une quinzaine de webinaires, c'est ouvert au grand public. Vous pouvez vous y inscrire une fois que le programme sera sorti, en suivant les actualités du collectif de lutte contre la dénutrition sur le site internet ou sur la page LinkedIn. Je vous ai remis le programme de l'année passée. Vous voyez les cases bleues, ce sont les cases avec les webinaires. On a eu plus de 6000 inscrits, donc c'était le plus haut score depuis 2023. On en était assez ravis aussi.
mais vous voyez, on a par exemple donné un webinaire avec Hans Alzheimer sur les croyances et les croyances liées à la maladie d'Alzheimer et la nutrition. On a eu un webinaire sur les liens entre le microbiote intestinal, la nutrition et la dénutrition. Un autre sur lutter contre la nutrition avec les compléments nutritionnels oraux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très très large. Et ces webinaires sont aussi envoyés en replay. Si vous ne pouvez pas y assister, sachez que vous pourrez toujours les retrouver automatiquement dans votre boîte mail en replay. En plus de ça, on a sorti, déployé l'année dernière un label pour les EHPAD et les résidences autonomie. Ce label qui porte le nom d'établissement gourmand, il vise à mettre en avant le travail de la restauration collective, des cuisines collectives des établissements qui mettent un accent particulier à lutter contre la nutrition, mais surtout à faire du beau et du bon. Et qui apporte une qualité, un soin à l'alimentation dans le repas, que ça soit à travers la sélection de produits ou que ça soit par l'adaptation des repas aux résidents ou aux patients. Donc l'idée du label établissement gourmand, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment de mettre en avant ce travail-là. Et pour candidater, eh bien, si vous souhaitez y participer, vous devez envoyer un fichier de candidature, un dossier de candidature, qui sera ensuite examiné par un jury. Et si le jury retient votre dossier, vous serez audité sur place par des chefs qui noteront l'établissement en suivant un cahier des charges, suivant 4 axes: la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits. Et ensuite, les établissements qui seront considérés comme éligibles pourront obtenir le label établissement gourmand. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces labels, je vous invite à consulter l'URL du site qui s'affiche sur la slide. Vous pourrez le retrouver dans le support. Tout y est bien expliqué. N'hésitez pas, la campagne de candidature officielle pour le label débutera à la fin de l'année, certainement après la Semaine nationale de la dénutrition. Alors voilà un petit peu pour ce qui sera proposé en termes d'opération et en termes de temps fort pendant la semaine. Je voudrais maintenant vous rentrer vraiment dans le détail, dans l'opérationnel et vous expliciter comment fonctionne la plateforme de commande et de labellisation et surtout quels sont les outils que vous pouvez commander gratuitement à l'occasion de la semaine. Alors, pourquoi une plateforme de labellisation? Eh bien, en fait, cette plateforme de labellisation qui se décompose en 3 formulaires, hein, un formulaire d'inscription, un formulaire de labellisation et un formulaire de commande, elle vous permet d'être autonome, de sélectionner le nombre de kits de communication que vous souhaitez recevoir. Elle vous permet de faire des allers-retours, de déclarer votre action en juin et éventuellement de la modifier en octobre. Et nous, elle nous permet de mesurer nos métriques. C'est vraiment une plateforme qui nous permet de mesurer factuellement et de manière régulière la mobilisation et les statistiques de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, elle est vraiment importante pour nous et pour mesurer la mobilisation. Donc, si vous faites une action pendant la semaine de la dénutrition, vraiment, n'oubliez pas d'aller vous labelliser sur la plateforme. Le principe de cette plateforme, c'est que vous allez vous identifier avec votre numéro SIRET. Si c'est la première fois que vous participez à la semaine, vous allez saisir votre numéro SIRET, celui de votre établissement. On va vous demander de remplir un petit formulaire administratif, mais très très court. Et ensuite, vous aurez accès à l'espace de dépôt des actions et à l'espace de commande des kits de communication. Si l'année dernière, vous êtes déjà inscrit à la semaine de la dénutrition en passant par la plateforme et en y saisissant votre numéro SIRET, eh bien, vous n'aurez pas à remplir le formulaire administratif. Vous allez directement arriver sur l'espace commande et ou kit de communication. L'idée, c'est que vraiment le SIRET, ça soit votre identifiant pour accéder à la plateforme et qu'une fois que vous ayez rempli le formulaire administratif, vous soyez libre de revenir avec votre SIRET sur la plateforme. Cette année, les outils qu'on vous propose à la commande, ils sont multiples. Vous avez les flyers thématiques grand public, aidants, soignants que vous connaissez peut-être déjà, le flyer d'autodépistage par AD, un flyer accompagnant la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux à destination des médecins et des pharmacies, un carnet de suivi de poids qui se destine à l'oncologie, une affiche pour la restauration collective, les bases pour la semaine de la dénutrition, et puis le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires, qui est vraiment le flyer nouveau-né 2026. Alors, notez bien cette date butoir quelque part. La date maximum pour commander vos kits de communication sur la plateforme, elle est fixée au 25 septembre. Après, on ne pourra plus prendre aucune commande pour des raisons évidentes de délai liés au routage et à l'impression des millions de flyers qui seront envoyés. Donc, voilà, notez bien cette date. Avant le 25 septembre, vous pouvez vous rendre sur la plateforme et commander vos kits de communication. Après, malheureusement, on devra la clôturer.
Alors, je vous ai remis un petit peu la procédure simplifiée. Donc, je vous ai déjà évoqué comment vous inscrire avec votre numéro SIRET. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur l'espace de dépôt des actions. Vous allez alors cliquer sur une nouvelle action et puis vous allez en saisir le détail. Donc, on vous demande l'heure, la description de l'action. Est-ce que cette action prend part ou non dans le cadre d'une opération type clé ouverte? Et puis, ensuite, vous la saisissez. Vous allez recevoir un mail de confirmation d'enregistrement à l'adresse mail saisie. Et une fois votre action labellisée, vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez donc utiliser officiellement le logo de la Semaine nationale de la dénutrition. Vos actions, vous pouvez les modifier jusqu'au 20 novembre, puisque nous, on n'a pas souhaité clôturer les actions avant la semaine de la dénutrition, parce qu'on s'est rendu compte que certains participants entraînent avec eux pendant la semaine d'autres actions. Donc, il faut que la plateforme puisse rester ouverte pour que ces nouveaux participants puissent y déposer leurs actions et puissent recevoir la labellisation. Donc là, vous avez jusqu'au vendredi 20 novembre, c'est le dernier jour ouvré et travaillé de la semaine, donc n'hésitez pas à aller déposer vos actions soit maintenant, soit plus tard, mais en tout cas, vous avez la possibilité de revenir dessus et de les modifier si elles se précisent au fur et à mesure du temps. Et alors, comment commander vos kits de communication? Eh bien, une fois votre action enregistrée, vous allez cliquer sur Passer aux commandes et choisir les éléments que vous souhaitez recevoir. Puis, vous enregistrerez votre commande. Vous verrez, c'est une sorte de boutique, hein. Vous avez la liste des documents que vous pouvez recevoir dans votre kit et vous allez sélectionner les quantités. Pensez bien à donner le plus de détails possible sur l'adresse de livraison et à saisir les informations d'un contact de secours. Ça facilitera grandement le travail du livreur et ça évitera que votre colis, votre kit de communication reparte à l'expéditeur. Et n'oubliez pas que vous pouvez modifier votre commande maximum jusqu'au 25 septembre. Alors, quels sont les outils qui sont disponibles à la commande? Je vais vous les présenter un peu plus visuellement. Vous avez les déclinaisons des 3 flyers. Le flyer grand public, le flyer soignant et le flyer acteur du domicile. Donc, évidemment, ces flyers s'adressent à des populations qui sont différentes. Donc, ça ne va pas employer le même langage, pas le même niveau de précision. En revanche, le dénominateur commun à ces flyers, c'est que vous avez une partie qui explique ce qu'est la dénutrition, comment la repérer, quels sont les risques et comment la prendre en charge. Donc, en fonction du public, le niveau de discours est adapté, mais l'esprit de ces flyers, c'est vraiment ça, c'est de condenser le maximum d'informations sur un petit format. Vous avez aussi le facile à lire et à comprendre, le FALC, qui est la traduction stricto sensu du flyer grand public euh, en FALC. Donc, le FALC, c'est un langage visuel avec des pictogrammes qui permettent aisément aux personnes qui ne parlent pas français pour une quelconque raison que ce soit, de comprendre de quoi on parle et de comprendre comment prendre en charge et prévenir la dénutrition. Vous avez le flyer d'autodépistage Parade, que vous connaissez peut-être déjà, flyer qui permet en 4 questions d'évaluer ou non le risque nutritionnel encouru par une personne, avec pareil un petit système de pictogrammes. Et ce flyer Parade est très facile à distribuer ou au contraire à poser dans une salle d'attente et à être auto-rempli par des patients, des résidents ou tout simplement des personnes qui veulent savoir ce qu'il en est de leur nutrition. Donc voilà, Flyer Parade, il a été fortement plébiscité. On n'en aura peut-être pas pour tout le monde cette année, on l'espère. Mais en tout cas, n'hésitez pas, pareil, à le commander dès maintenant. Je vous prie de m'excuser une seconde, je vais boire un petit peu. Merci. On a également disponible à la commande le carnet de suivi de poids. Donc, le carnet de suivi de poids, c'est plutôt un outil qui se destine au secteur de l'oncologie et qui propose un cadre simple et facile pour mesurer le risque de dénutrition encouru par une personne en traitement anticancéreux, avec tout simplement un tableau qui permet de noter et donc de suivre le poids d'une personne. La variation du poids, c'est un indicateur clé dans la santé nutritionnelle d'une personne et c'est très important de le suivre, surtout en oncologie, puisque la toxicité de la chimio est dépendante du poids de la personne. Vous avez aussi l'affiche de la restauration collective qui se destine donc plutôt aux cuisines collectives. C'est une grande affiche A3 et son objectif, c'est vraiment de donner aux professionnels des conseils simples pour faire du repas un soin à part entière, donc des conseils avant le repas, pendant la préparation, pendant le service et puis après comment débriefer de ce repas avec les équipes. Et puis vous avez aussi les badges officiels de la semaine nationale pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. L'année dernière, on a produit 2 fiches d'aide, enfin 3 dans les faits. Une fiche d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux qui se destine plutôt aux médecins. Une fiche d'aide à la délivrance des compléments nutritionnels oraux qui se destine aux pharmacies. Et puis vous avez la fiche patient qui en fait permet une sorte de pense-bête pour le patient afin de l'aider à se rappeler de l'heure de prise des compléments nutritionnels oraux. Il y a un petit questionnaire aussi pour savoir où il en est. Le principe de ces fiches, c'est
d'essayer de proposer des pratiques qui soient harmonieuses en termes de prescription et de délivrance des CNO, que ça soit en termes de temporalité, que ça soit en termes d'apport nutritionnel d'un produit. Enfin, c'est vraiment d'harmoniser aussi la communication entre le médecin et le pharmacien pour que les CNO qui soient achetés soient correctement utilisés une fois ramenés à la maison. Et puis, vous avez le flyer des troubles des conduites alimentaires. Alors, pourquoi un flyer sur le trouble des conduites alimentaires? Eh bien, parce que la dénutrition est une maladie qui peut tout à fait être adossée à un TCA. Donc là, ce flyer, il s'adresse plutôt aux professionnels de santé et il propose d'accompagner, d'aider au dépistage des TCA. Donc, voilà, on sait que tous les spécialistes de la santé sont concernés et rencontrent dans leur vie de nombreuses personnes qui sont atteintes de TCA. Donc l'idée, c'est de proposer des signaux faibles pour repérer ces TCA et puis pour les prendre en charge et éviter que cela ne devienne trop grave. Donc vous voyez, vous avez l'ensemble des types de TCA qui sont précisés, vous avez les professionnels ressources, puis vous avez les signes cliniques qui peuvent alerter en cas de TCA. Ouais, donc ça s'adresse principalement aux professionnels. Bon, je vous ai remis rapidement la répartition des commandes en 2025. Vous voyez que il y a le flyer parade a été massivement commandé et puis le flyer soignant. Donc, si vous les voulez, je vous incite à aller les commander dès maintenant. Alors, en plus de ces outils disponibles à la commande, on a tout un tas d'outils complémentaires que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur le site du collectif. On a aussi de nombreux guides d'action qui, en fait, donnent des idées de bonnes pratiques, donnent des idées d'action à l'occasion de la Semaine nationale de la nutrition. Donc, vous en avez à destination des résidences autonomie, de l'hôpital, des EHPAD, à destination des personnes en situation de handicap. C'est vraiment très, très riche et ça vous permet de récupérer facilement des conseils pour lutter contre la dénutrition et des choses que vous pouvez simplement mettre en place de manière permanente ou de manière ponctuelle. En 2024, on a développé avec l'aide de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une campagne de communication online à destination des aides à domicile. Ces affiches-là, elles mettent vraiment en avant des indices qui doivent alerter les proches aidants ou les aidants professionnels ou pas, enfin tout proche d'ailleurs, les indices Pardon, je reprends ma phrase. Cette campagne de communication, elle a ciblé quatre indices particuliers qui doivent mettre la puce à l'oreille et qui doivent faire penser à la dénutrition. Donc, c'est le contenu du frigo, la taille des vêtements, le temps passé au lit, la difficulté à monter les escaliers. Tout ça, ce sont des signaux plus ou moins faibles qui doivent être repérés et que l'on doit connaître justement pour justement prévenir le risque de dénutrition d'une personne. On a également développé une vidéo en motion design, ce qui met en scène Paul. Paul, donc c'est un retraité dénutri qui, à travers une vidéo au format long d'une minute ou un format plus court, va se retrouver dans des situations quotidiennes où la dénutrition va rendre plus difficile les choses. Donc plus difficile le fait de faire du sport, plus difficile de manger, plus difficile d'utiliser ses muscles. Et à la fin, vous voyez donc Paul qui finit par se renourrir avec l'accompagnement adapté. Donc c'est une vidéo qui est très ludique, qui passe très bien sur des télés en salle d'attente par exemple, et que vous pouvez retrouver sur le site du collectif en la téléchargeant. Je vous ai parlé de toutes ces ressources, je vous ai pas dit exactement où est-ce qu'on pouvait les trouver. Eh bien, vous pouvez les retrouver sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition. C'est une plateforme de ressources accessible à tout le monde qui permet de s'informer sur la dénutrition et trouver tous les outils opérationnels, que ce soit les guides d'action, les rapports, les replays, etc. Vous allez pouvoir tout retrouver là-dessus avec un système de filtre assez fin. Et je vous invite bien entendu à nous suivre sur le LinkedIn du collectif de lutte contre la dénutrition qui s'affiche à l'écran, ou alors de vous inscrire à notre newsletter www.luttecontreladénutrition.fr dans la rubrique s'inscrire et qui vous permettra d'être au courant de toutes les prochaines actualités du collectif. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci beaucoup à ceux et celles qui sont restés. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou éventuellement à lever la main. Je pourrais vous activer les micros si besoin. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et je vois qu'il y en a beaucoup.
Alors, est-ce que les webinaires 2025 sont visibles? Oui, tout à fait. Ils sont tous disponibles en replay sur la chaîne YouTube du collectif. Bonjour, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay de ce webinaire. Il vous sera envoyé automatiquement sur l'adresse mail à laquelle vous êtes, avec laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. Bonjour, l'albuminémie n'est plus un critère à prendre en compte dans les diagnostics de dénutrition. Alors ça, je ne saurais pas vous y répondre. Cette question a déjà été posée. Il me semble que non, ça n'est plus un critère, ce n'est plus jugé comme étant suffisamment pertinent, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ah, voilà, bon, il y a la réponse. Merci beaucoup. L'albuminémie est juste un critère de sévérité de la dénutrition, pas de diagnostic. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissaient pas la semaine de la dénutrition, peut-être, et qui comptent y participer? Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde connaissait la semaine de la dénutrition et voilà, vous savez très bien ce que vous allez faire et c'est quelque chose qui est rodé? Alors, Madame Marguin, je vais vous donner l'accès au micro. Il faut simplement que vous l'activiez si vous souhaitez parler. Madame Marguin, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, c'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend. Oui, non, en fait, je savais pas comment réagir. Donc, en fait, je connaissais pas vraiment la semaine de la dénutrition et je suis très intéressée parce qu'il y a longtemps, j'ai fait des études en gérontologie sur la nutrition et je vois que c'est un secteur qui me passionne tout le temps. Et là, je suis en formation, enfin en stage par rapport au portage de repas à domicile et je pense qu'il y a beaucoup à faire Oui, en effet. en prévention. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui, alors, Sainte-Anne Soin, si vous souhaitez prendre la parole, je vous ai activé le micro. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous Ouais, très entend. bien. Oui, bonjour, merci pour tous ces renseignements. Donc là, moi, je découvre la semaine, je suis infirmière à l'EHPAD, je découvre la semaine de la dénutrition. Et je vais présenter ça déjà à la direction et aux équipes, et puis me promener un peu sur le site pour voir un peu tout ce qui existe et voir de quelle manière éventuellement on peut entrer dans la semaine. Voilà, donc ça va être une découverte, un échange, et puis voir dans l'avenir si on peut se joindre à la semaine. Ouais, super. Ça pourra vous Oui. donner des exemples en plus d'actions que vous pourrez reproduire. Voilà, des pistes de réflexion. Exactement. Merci. Merci à vous. Je vous mets également dans le chat le lien vers l'Académie de la lutte contre la dénutrition. Vous pourrez retrouver tout un tas d'outils opérationnels. Je vous ai mis également la plateforme d'inscription à la Semaine nationale de la dénutrition, où vous allez pouvoir, enfin, qui est la plateforme en fait à partir de laquelle vous pourrez déposer vos actions et sur laquelle vous pourrez aussi commander vos kits de communication. Et je vais vous mettre également le lien vers les ressources publiques vers les ressources publiques du collectif qui sont un endroit où vous allez pouvoir retrouver les guides d'action, les flyers en version imprimable. Donc, si vous souhaitez les imprimer en amont ou si vous souhaitez les imprimer en dehors de la période de commande des kits, eh bien, vous pouvez le faire à partir de ce lien.
Alors, il y a une question de Madame Gautreau. Est-ce qu'on peut saisir l'action qu'en juillet, le temps de s'organiser? Ah oui, oui, bien sûr. Les actions, vous pouvez les saisir jusqu'au 20 novembre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous inscrire en tant que participant avec votre numéro SIRET. Et puis ensuite, vous revenez sur la plateforme avec votre numéro SIRET. Et à ce moment-là, vous déposerez vos actions. Ça, c'est complètement possible. On a encore 5 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions. En ESAT, je peux participer cette année. Ah, super. Bon, en tout cas, il y a une très belle dynamique dans la région, hein. Ça ne, chaque année, vous êtes une région très dynamique. C'est vraiment plaisant à voir. Alors, comment enregistrer le lien Drive des documents, s'il vous plaît? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre en favori, si vous avez la possibilité. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement après dans votre barre, sur votre navigateur. Bonjour, vous disiez qu'il avait eu un webinaire sur la nutrition et la fin de vie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, de mémoire, il avait été donné en 2024. Euh, Et oui, il avait été donné en 2024. Et vous pourrez le retrouver, oui, sur la chaîne YouTube du collectif. S'il n'y est pas, je vous invite à consulter l'académie. Vous pourrez le retrouver à cet endroit. Bon, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, merci beaucoup à tous les participants et tous les participantes. C'est un plaisir de vous retrouver chaque année et de voir que ça génère autant de mobilisation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pézère, d'avoir Je vous en prie. relayé, nous avons assisté dans l'organisation de ce webinaire. Donc, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses pendant la semaine. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous contacter, on a une adresse mail générique de contact, c'est contact@lutte-contre-la-dénutrition. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions si vous souhaitez, si vous en avez. Merci beaucoup. Bonne Merci à journée. vous. Au revoir.